Salut la team. Je suis en direct du centre médico-psychologique où il se passe d'étranges événements. Je m'apprête à rentrer pour en apprendre davantage. Bon sang, cet asile est complètement laissé à l'abandon. Pas étonnant que les patients veuillent s'en échapper. Et d'ailleurs, où sont-ils? Et ce jeu, c'est Ulicorn, de l'auteur Cervanteo, édité chez Cerebral Games et localisé par Zacatrus en 2023. Il s'agit d'un jeu à rôle caché ayant pour théâtre un asile de 3e zone. À force de traitements tous plus inopérants les uns que les autres, les malades sont au bord de la folie. Il ne leur reste qu'une solution, tenter de s'évader de l'asile où ils sont enfermés. Mais pour les en empêcher, les médecins et le personnel devront se montrer rusés. Allez, on va voir tout ça ensemble. Dans Ulicorn, chaque joueur reçoit en début de partie une carte cachée qui lui indique son rôle secret et par conséquent son objectif pour la partie. L'équipe du directeur et des médecins gagne s'ils parviennent à passer la camisole de force à tous les malades. Et l'équipe des malades gagne dès qu'un malade a réussi à s'évader de l'asile. Le gardien et l'agent d'entretien ne gagnent avec aucune équipe. Quoi qu'il arrive, ils seront licenciés et ont donc tout intérêt à échanger leur rôle avec un autre joueur avant la fin de la partie. Mais attention, un personnage, quel qu'il soit, entravé par la camisole force, ne peut pas gagner. Pour la mise en place, respectez le nombre de cartes de la pile de folie qui dépend du nombre de joueurs. Et pour faciliter cette mise en place, un numéro sur chaque carte indique le nombre minimum de joueurs pour inclure la carte. Ici pour des parties à 8, à 7 ou à 6. Et pour l'expli partie, je n'ai pris que des cartes qui vont jusqu'à 5. Donc 5 joueurs. Et toujours pour 5 joueurs, on aura un directeur, un gardien ou un agent d'entretien au choix, ce sera le gardien, un seul médecin et 2 malades. Les autres cartes sont donc retirées du jeu. On mélange la pile de rôle et on distribue une carte à chaque joueur. On mélange ensuite la pile de folie et on distribue 3 cartes à chaque joueur. Chaque joueur, bien sûr, visualise sa carte rôle et la garde cachée devant lui dans sa zone de jeu. Ensuite, on fait un draft, c'est-à-dire que chaque joueur regarde ses 3 cartes folie, en choisit une qu'il souhaite garder, ce sera le sérum de vérité, et passe les 2 restantes au joueur à sa gauche. Et tout le monde le fait en même temps. Ensuite, chaque joueur choisit l'une des 2 cartes ainsi reçues et passe la suivante à sa gauche. Ici, il garde la seringue. Et la dernière carte est directement intégrée à la main de chaque joueur. La main de départ est maintenant composée de 3 cartes. La partie peut commencer. C'est le joueur qui s'est occupé de la mise en place qui commence. Au début de son tour, s'il a une carte pathologie mentale dans sa zone de jeu, il doit effectuer l'action de la carte. Les cartes pathologie mentale sont toutes à fond vert. Ici, trouble de gloutonnerie infinie. Avec l'effet suivant, défaussez toutes les cartes de votre zone de jeu, sauf votre rôle. Après avoir résolu l'effet de la carte, celle-ci est défaussée. Pour l'instant, pas de pathologie mentale. On passe à la pioche de 2 cartes de la pile de folie, comme ceci. Et ensuite, il faut effectuer une action au choix parmi les 2 suivantes. Jouer jusqu'à 2 cartes, c'est-à-dire choisir parmi les cartes de sa main une carte à jouer. Vous pouvez éventuellement jouer une 2e carte, mais il est tout à fait possible de n'en jouer qu'une, voire même aucune. Ou alors, vous changez de rôle, c'est-à-dire, vous choisissez un autre joueur qui n'est pas entravé par une camisole de force, les camisoles de force étant représentées par ce type de carte, et vous échangez les cartes rôles. Attention, un médecin ne peut pas choisir cette action, sauf bien sûr si c'est un autre joueur qui décide d'échanger son rôle avec lui. Une fois l'une de ces 2 actions effectuées, on défausse autant de cartes qu'il le faut pour avoir 3 cartes en main. Et c'est au tour du joueur de gauche. Une fois la pile de folie épuisée, toutes les cartes de type visite médicale, alarme d'urgence et seringue sont retirées de la partie. Puis on remélange le paquet, on continue la partie. Voyons maintenant comment on joue certaines cartes. Et tout d'abord, les cartes objets d'évasion.
Elles sont bien sûr jouées pendant le tour d'un joueur, en les plaçant dans sa zone de jeu. Par exemple ici, en posant le passe-partout. Et ces cartes permettent de s'échapper de l'asile. Attention, il n'est possible d'avoir qu'un seul exemplaire de chaque carte objet d'évasion dans sa zone de jeu. Les cartes Joker, elles peuvent être jouées à n'importe quel moment et ne comptent pas comme une action de votre tour de jeu. Elles sont défaussées après usage. Ces cartes permettent de contrer les actions d'autres joueurs. La seringue, jouée au même moment qu'une autre carte, elle annule l'effet. Il est possible d'annuler une seringue avec une autre carte seringue. L'alarme, elle est jouée quand un malade veut s'enfuir et permet d'empêcher sa fuite. Et enfin la visite médicale, qui est jouée quand un joueur essaye d'échanger son rôle avec un autre joueur. Et elle annule ce changement de rôle. On a également les cartes objets au quotidien. Celles-ci sont jouées uniquement autour du joueur, et chaque objet possède une fonction très utile pour mettre un peu d'ordre dans toute cette folie. D'abord la camisole de force. Elle est jouée en la posant sur le rôle d'un autre joueur. Le joueur est obligé de retourner sa carte rôle face visible, et il ne peut plus changer de rôle tant qu'il ne s'est pas libéré de la camisole de force. Si le joueur ciblé par l'action est un médecin, il révèle son rôle et la carte camisole de force est défaussée. Puis le médecin retourne ensuite sa carte face cachée. Les ciseaux, qui permettent de couper une camisole de force. Les deux cartes sont ensuite défaussées. Une fois la camisole de force coupée, la carte rôle est retournée face cachée. Le sérum de vérité. Il est utilisé contre un autre joueur qui doit alors révéler son rôle en le retournant face visible. Par exemple ici. Il s'agit du directeur. Une fois que tous les autres joueurs ont vu son rôle, il le retourne face cachée et le sérum de vérité est bien sûr défaussé. Les déchets médicaux, ils permettent de chercher et récupérer une carte dans la pile de défausse. Très utile pour la récupérer une paire de ciseaux par exemple. Et enfin le gaz hallucinogène, qui permet de mélanger et redistribuer les cartes rôles auxquelles aucune camisole de force n'est appliquée. Et je rappelle que toutes ces cartes peuvent être annulées au moment où elles ont été jouées grâce à la seringue. On trouve également des cartes pathologie mentale qui peuvent être jouées contre les autres joueurs ou pour soi-même si on juge leur effet intéressant. Elles sont toujours placées dans la zone de jeu du joueur ciblé. Ici par exemple, voler une carte de la main d'un autre joueur. Chaque carte est placée dans la zone de jeu du joueur ciblé. Et dans le cas où la zone de jeu comporte déjà une pathologie mentale, la nouvelle carte est placée par-dessus l'ancienne. Je rappelle que l'action déclenchée par la carte pathologie mentale visible est effectuée au début du tour du joueur ciblé. Puis la carte sera défaussée pour rendre visible la pathologie mentale suivante, dont l'effet sera appliqué au début du tour suivant du joueur. Et si l'effet est impossible à appliquer, elle est tout simplement défaussée. Et enfin, les cartes traitement inopérant. Ces cartes sont jouées contre les autres joueurs, ou éventuellement pour soi-même, et placées dans la zone de jeu concernée. Contrairement aux pathologies mentales, ces cartes ne s'empilent pas, c'est-à-dire qu'elles sont posées côte à côte. Et si un joueur compte au moins 3 cartes traitement inopérantes dans sa zone de jeu au début de son tour, il est incapable d'accomplir la moindre action. Son esprit est bien trop dérangé. De plus, il ne peut être affecté par aucune pathologie mentale éventuellement visible. Celle-ci est alors défaussée. Il peut ensuite seulement piocher une carte au lieu de 2, et il ne peut réaliser aucune action, pas même s'évader de l'asile. Il doit ensuite défausser des cartes pour n'en avoir que 3 en main, et à la fin du tour, toutes les cartes traitement inopérants sont défaussées. Et si vous souhaitez donner du corps à votre rôle au cours de la partie, vous pouvez tout à fait interpréter les effets des cartes traitement. Magnétothérapie, vous devez attirer vers votre tête les objets situés à proximité. Et voyons les conditions de victoire. Premièrement, s'évader de l'asile. Et seuls les malades peuvent s'échapper. Pour ce faire, ils doivent cumuler dans leur zone de jeu tous les objets nécessaires pour sortir à la fin du tour. Il s'agit du passe-partout, de l'uniforme de médecin et du plan du bâtiment. Mais si le directeur est entravé par une camisole de force, les plans qui se trouvent sur son bureau sont sans surveillance. Il n'est donc pas nécessaire de les posséder. Sur la carte directeur est indiqué d'ailleurs le plan du bâtiment. Il suffit dans ce cas de posséder seulement le passe-partout et l'uniforme du médecin. De même, si le gardien est entravé par une camisole de force, ses clés sont sans surveillance. Il n'est pas nécessaire de posséder la carte passe-partout pour s'enfuir. Et si l'agent d'entretien est en jeu et qu'il est sous camisole, l'uniforme du médecin n'est plus nécessaire. Pour le directeur et le ou les médecins, il faut entraver tous les malades avec une camisole de force. Et la partie est immédiatement gagnée.
Et enfin, pour l'agent d'entretien ou le gardien, la seule issue est d'échanger son rôle avec un autre joueur et de suivre les conditions de victoire de ce nouveau rôle. Et je rappelle que si dans l'équipe gagnante, il y a un rôle avec une camisole de force, celui-ci a malheureusement perdu. Si vous avez le gardien ou l'agent d'entretien, il vous faut absolument changer de rôle. Sans cela, vous ne pourrez pas gagner. Vous pouvez vous préparer en positionnant des cartes dans votre zone de jeu, mais ne tardez pas trop à échanger votre rôle, car il arrive que la partie se termine rapidement. Surveillez les joueurs qui posent des objets d'évasion dans leur zone de jeu. Cela veut probablement dire que ce sont des patients. N'hésitez pas à leur passer la camisole de force pour vérifier leur rôle. Certaines pathologies mentales sont très intéressantes à jouer dans votre zone, et d'autres seront à placer dans la zone d'autres joueurs. Un bon moyen de faire perdre un tour à un joueur est de lui placer 3 traitements inopérants dans sa zone. Ne l'oubliez pas. Et enfin, les cartes jokers sont très puissantes si elles sont jouées au bon moment. Mais il n'y en a pas beaucoup, donc à utiliser avec parcimonie. Unicorn se joue donc de 2 à 8, mais la configuration à 5 ou 6 est la plus dynamique. A noter qu'à 2 ou 3 joueurs, les parties ne se gagnent pas en équipe, la victoire est donc individuelle. Et à 7 ou 8, le jeu fonctionne bien, mais il peut être un peu long pour jouer son nouveau tour. Voilà, ce que j'apprécie dans Unicorn, c'est l'ambiance qui se dégage autour de la table. Au début, on ne sait pas vraiment qui est qui, et puis au fur et à mesure, les rôles se révèlent. Les coups fourrés et les retournements de situation sont fréquents, ce qui permet des parties très dynamiques. Le graphisme des cartes est léger et colle bien avec l'ambiance du jeu, et je vous conseille de jouer vos pathologies, cela donnera encore plus de fun à votre partie. En résumé, on a ici un bon jeu d'ambiance à rôle caché, d'une durée de 20 à 40 minutes environ, et jouable pour tout public. Allez, je retourne voir mes patients pour que je leur passe la camisole. Et à bientôt sur Je Conseille.